tiens tout d'abord à remercier quand même les trois intervenants pour la perspicacité, le nombre de questions qu'on se pose, nous qui avons vécu davantage le terrain. Donc, à cette occasion, je voulais quand même présenter deux questions. La première, c'est en ce qui concerne l'attention divisée. Je pense que les trois intervenants peuvent répondre, notamment dans le domaine du sport. Et je pense que l'exemple qu'a évoqué Mme Louis, à savoir dans le cadre du volleyball, par exemple, est-ce que le joueur, quand il a une attention soutenue sur différents signaux, est-ce qu'il y a une proportion d'attention soutenue sur un signal bien ciblé, ou bien il y a une répartition de cette attention? Je peux évoquer dans ce cas-là, à savoir le ballon, le joueur, l'arbitre qui va siffler, sa position qui doit être dans le terrain, sinon il est en faute, sa position par rapport aux autres joueurs, et la relation qu'il y a avec la vision centrale et la vision périphérique. Ma deuxième question, c'est une éternelle question qu'on se pose, c'est le problème de droitier-gaucher ambidextre. Actuellement, dans les sports collectifs, on ne peut pas enseigner uniquement avec la meilleure main ou bien avec la meilleure jambe. Droitier, on doit apprendre au droitier de jouer avec la jambe gauche et vice-versa au niveau de la main, la même chose. Comment se passe à ce niveau-là, au niveau justement des neurosciences, et est-ce qu'il y a une application pratique qui pourrait se faire et que vous pouvez donner comme recommandation aux gens de terrain pour essayer de ne pas avoir uniquement des joueurs qui peuvent jouer uniquement avec une seule jambe ou bien jouer uniquement avec un seul bras. Je vous remercie. Merci, M. Lamar. Prendrons bien d'autres questions. Sinon, on laisse M. Boufroua. Moi, je me pose la question. Presque tous les exemples, c'est sur le sport collectif. Quel rapport avec les sports individuels? Par exemple, deuxième question pour Mme Thier. On voit des planches abstraites. C'est abstrait. Est-ce que vous pensez qu'avec ces planches-là, on peut sélectionner des athlètes, des jeunes talents pour l'avenir? C'est-à-dire des enfants de 7 jusqu'à 12 ans, peut-être on va faire le test que vous avez présenté. Est-ce que c'est possible avec deux planches abstraites? On peut dire que cet athlète, les 7 enfants, pourrait être un champion dans l'avenir. Très bien, donc, mesdames et messieurs les conférenciers, la parole est à vous. Première question concernant l'attention divisée. Est-ce qu'il y a des proportions par rapport au volleyball et les différentes signes sur le terrain par rapport à un joueur? Hakim? Professeur Khalid. Pour l'attention soutenue, par rapport au volet ou par rapport au sport, je vais dire. Pour l'attention divisée, puis je vais parler de l'attention soutenue. C'est ce qu'on appelle la longévité. Alors, quand on est soutenu, c'est la longévité, pas soutenu dans ce qu'on appelle. Et donc, par exemple, si vous prenez un gardien du football, il ne va pas avoir une attention focalisée tout le long du match. Donc, parce que l'attention est ce qu'on appelle l'intensité de l'attention. Je vais citer un exemple, et vous allez comprendre. Et en athlétisme, le faux départ en athlétisme, le faux départ en course de vitesse, à un moment donné, il n'était pas disqualifiant. Mais je pense que ça fait 2 ans, une année, il est disqualifiant. Le premier. Au premier, il est disqualifié. Auparavant, c'était pas. Et bien, il a été utilisé par des athlètes. Parce qu'on a dans notre attention ce qu'on appelle le maximal. D'accord? On ne peut reproduire la même chose qu'à un moment donné passé. Et donc, quand les athlètes sont au départ, il y a ce qu'on appelle le malin, l'intelligent. Il va provoquer des profondeurs. Mais lui, il n'a pas provoqué son attention maximale. Il n'a pas ce qu'on appelle stimulé, engagé. Et donc, tout le monde a engagé cette attention maximale. Et donc, par la suite, lui, il va avoir une meilleure réaction par la suite. Et donc, il y a ce qu'on appelle ce type d'attention. Moi, j'ai dit que quand tu prends un gardien du but, il ne peut pas être qui m'a connu يتأمل في البحر. اللي يحب اللي يمشي والدنيا قاعدة. ماهوش هذا، ماهوش تاير. Mais ça, ce qu'on appelle une attention soutenue,
qui ne va pas partager, elle ne va pas être laissée sur les détails, etc. Et quand on parle de l'attention sélective, ça c'est clair, c'est-à-dire il y a un filtre, on pense l'existence d'un filtre. Quand tu as 3 ou 10 signaux, tu vas te focaliser sur un, et donc on appelle là cette attention sélective. Mais quand il est à diviser, là, il y a une certaine nuance. Il y a ceux qui parlent de l'attention, ce qu'on appelle intégrée. Parce qu'il y a le système perceptif qui est là, et le système, grâce à notre système sensoriel, il y a des informations qui sont par le visuel, l'acoustique, le kinesthésique, oui, l'équilibre de tout ça. Il y a des gens dont ce qu'on appelle divisé, il doit être divisé par tout ça, par la suite intégré. Nuance par rapport à ce qu'on appelle la vision centrale et périphérique. Hein. Nuance. Et c'est pour ça que Margolet, peut-être qu'elle va détailler dans les différents types d'attention. Il y en a. Il y a ceux qui parlent jusqu'à 6 types d'attention. La dextérité, si je réponds à le contrôle sensorimoteur, et tout le monde sait, est-ce que c'est un neuromythe? Il y a question ouverte. Il y a la spécialisation hémisphérique, gauche-droite. On laisse. S'il n'y a pas d'intervenant concernant la première question, docteur Brima, concernant la première question, toujours la mémoire sélective. Moi, je reste oui sur par rapport à l'attention soutenue. Donc, comme l'a dit le professeur Halidi, elle est reliée au temps. C'est-à-dire on doit rester vigilant et alerté pendant quand même, il y en a qui disent 1 heure, 2 heures ou même plus. Donc, il faut, elle est très liée à la concentration. C'est en fait se concentrer sur une donnée ou sur un stimuli, un élément précis. Par rapport à l'attention divisée, c'est le fait de pouvoir faire en fait 2 activités au plus en même temps. C'est un petit peu avoir l'esprit papillon, comme on dit. Donc là, on dit que c'est géré plus par l'hémisphère droit que l'hémisphère gauche, et ils disent que cette tension est plus, je ne sais pas si c'est en fait, il faut vérifier ça par des tests et sur le terrain, qu'elle est plus développée chez la femme que chez l'homme, parce qu'en fait la femme se concentre sur plusieurs activités en même temps. Hein, par exemple, pendant que l'homme, il est plutôt préfère être focalisé sur une tâche et négliger les autres. Lui, en volée, c'est comme l'attaque. Il y a le bloc et il y a le bas. Je divise mon attention sur le contrôle de la balle pour avoir la meilleure intersection, c'est un projectile, et le bloc. C'est comme aussi au son longueur. Il contrôle la trajectoire avec le visu. Il y a tous les systèmes vestibulaires liés à l'équipe qui doit contrôler le mouvement et la kinesthésie en l'air. Elle est divisée entre les deux. C'est pour ça que je dis le système. Justement, sur cette notion d'attention divisée, moi j'ai une question. Puis elle est-ce que cette attention divisée, le recours à cette attention divisée, elle est reliée avec le degré d'expertise? C'est-à-dire, lors d'un apprentissage, le recours à cette attention lors d'un apprentissage, ou bien lors d'une maîtrise partielle, un savoir-faire, c'est comme s'il s'agissait, c'est la même chose, le recours à cette attention lorsqu'il s'agit d'une habileté experte de haut niveau de maîtrise. Voilà ma question. Par rapport au niveau de maîtrise, ou bien s'il y a une autre qualité, une autre capacité psychique ou la neuromotrice qui va suppléer à cette attention divisée lorsque justement le geste est expert, le geste est automatisé. Pardon. Juste, plus le geste est automatisé, plus il est produit avec aisance. Et ça,
c'est par le fait de l'apprentissage, de la compétition et au fur et à mesure, on devient expert par rapport au nouveau apprenant, je ne sais pas, notre jargon par rapport à ça. Voilà. Professeur Kennedy. Dans le sport de haut niveau, on a tendance à diminuer le temps. Il y a le latent, et le latent, il y a la production motrice. Et donc le latent, il y a un temps. Et l'attention et le processus décisionnel de traitement d'information, de décision et la programmation motrice, il y a du temps. Et donc, travailler l'attention, c'est pour ça qu'on dit éduquer l'attention. C'est quoi éduquer l'attention? Ça travaille, ça s'acquiert. Et donc, éduquer l'attention, il y a d'autres livres qui parlent, l'attention, c'est la perception, c'est les tons de perception, entre la présentation du signal et le stimulé. Et donc, l'attention, c'est réduire le temps de cette attention, qu'elle soit sélective ou partagée. C'est le fait de réduire ce temps de perception pour passer directement au temps décisionnel. Et c'est ça ce qu'on appelle, ça crée des automatismes, c'est par la répétition, la variabilité, etc. On diminue ce temps d'attention. Tu as un jeune, le même exemple, qui reçoit 3 stimulés, 3 signaux de pas de mal, donc il va mettre du temps pour juger à qui il va donner. Travailler l'attention et l'éducation, c'est qu'avoir les affordances adéquats, il va directement être sélectif et se focaliser sur l'affordance qui est adéquate pour produire les afférences nécessaires. Et donc ça s'éduque et on améliore le temps d'attention. Plus l'attention, excusez-moi, plus le geste est automatisé, plus il requiert, moins il requiert de capacité d'attention. Donc, et moins il requiert de charge cognitive. Donc là, il est directement dans l'exécution, dans la prise de décision rapide et dans le geste automatique. Ça, au niveau des proportions, hein. Je prends un exemple qui est beaucoup plus terre à terre, c'est les fameux jeux de moto ou de voiture avec écran. Vous êtes là devant votre jeu, vous avez la conduite du véhicule, vous avez le chemin sinueux de la route. Donc c'est des attentions différentes. Moi je dis, est-ce qu'il y a une proportion entre elles? Est-ce qu'on peut focaliser l'une sur l'autre? Il y a une répartition équitable entre les deux. Tout dépend de l'habilité. Tout dépend de la caractéristique de l'habilité sur laquelle on travaille. Il y a toujours une intégration sensorielle, elle est intégrée. Et donc le système perceptif, tu as un travail avec le système sensoriel. Et donc toujours il y a un recueil de sens. Et en fonction des caractéristiques de l'habilité, de sa difficulté, du niveau de progression, qu'il y a une proportion entre quand tu as une habilité, quand il y a une habilité à caractère équilibre. Donc c'est le système proprioceptif qui prend la part. Ce n'est pas le système extéroceptif. Est-ce qu'on peut mesurer l'intensité de l'attention? Est-ce qu'elle est mesurable? En sport, là, il y a mon ami qui fait partie, ma collègue en sciences d'éducation, et même Mme Dr. D a parlé des états d'attention, très faible de recherche scientifique liée aux activités physiques, et je dis sportives, qui travaillent sur l'attention. Tout ça, c'est des expériences, et je dis de psychologie expérimentale cognitive. Même pas, c'est pas l'imagerie cérébrale, ce genre de test. Et donc, ils travaillent sur des trucs isolés. Et donc, ce n'est pas un contrôle de stylo, il y a un pointage qui va juger la qualité de la coordination motrice de l'athlète. Et c'est pour ça que maintenant, on prend le principe des centres d'éducation, tellement les théories, etc. Mais on adopte maintenant nos propres tests de terrain, mais ça tarde à venir. Bien. Monsieur Zeda, vous voudriez intervenir dans la deuxième sens? question. Il y a une autre question. Dans cette question, il a pris l'exemple du gardien de but. Il a une attention particulière. Est-ce que c'est inné ou parce que on n'a pas de système de travail pour travailler cette attention en Algérie? Est-ce que les gens qui sont passés, les gardiens de but qui sont passés chez nous, qui étaient vraiment excellents, donc comment vous expliquez qu'ils aient une attention aussi particulière? Non, elle n'est pas particulière, c'est chez tout le monde. Non, elle n'est pas particulière au gardien de but. J'ai donné un exemple dans le sport. C'est une qualité, par exemple, le gardien de but, on rentre dans la logique. Chaque sport a sa logique.
un gardien de but, quand la balle est dans le camp adverse, qu'est-ce qu'il va faire à maintenir son attention? Il va être vigilant, mais surtout c'est un moins de charge attentionnelle. Donc, quand est-ce qu'il va déclencher le système là, quand elle va revenir dans son camp, donc hop, il déclenche des autres types d'attention. Mais quand la balle est dans l'autre camp, le fait qu'il y ait danger, la balle doit parcourir. Et c'est pour ça, par exemple, au football, on va pas avoir des erreurs. Un gardien qui se fait louper par un joueur. Parce qu'il s'est oublié, il a carrément gagné de l'espace, tout en pensant peut-être qu'il est dans son camp, alors qu'il n'a pas posé des distances. Ah, il se voit emballer la balle dans son camp, tout en oubliant qu'il a avancé des... Un complément d'information aussi. Moi, je voudrais dire aussi qu'on ne n'est pas tous égaux sur le plan des capacités, l'héritage, que ce soit sur des capacités cognitives ou physiques et physiologiques, mais seulement ces capacités et ces aptitudes sont appelées à être travaillées, à être développées. Et donc les outils, par exemple, sur lesquels que j'ai présenté tout à l'heure, ça permet de travailler justement ces fonctions cognitives comme l'attention. Vous parliez de l'attention. Quand on est dans une situation immersive ou dans un jeu en sport collectif, ça va travailler toutes ces capacités. Bien sûr, pas toutes au même niveau et pas toutes au même rythme, mais c'est des enfants, on est là pour les aider à développer leurs capacités. Donc on peut commencer au départ, en première étape, par travailler une ou deux fonctions. On ne peut pas toutes les travailler en même temps, mais avec l'expérience, avec la répétition de ces situations-là, l'enfant arrivera à travailler et à développer toutes ses capacités. Donc le football neutre, par exemple, on peut commencer avec les adolescents et en utilisant des rythmes de balle plus lents. Mais au fur et à mesure que cet adolescent va développer ses capacités, on va augmenter la difficulté. C'est comme si vous étiez face à un jeu vidéo. À chaque fois que vous marquez des points, à chaque fois, la situation augmente en difficulté. Et c'est comme ça qu'on développe. Maintenant, pour répondre à la question de M. Bouffarois, qui me disait... Pas encore. On passe à la deuxième question. Ah, oui, Alors, je peux enchaîner juste, excusez-moi, par rapport à l'entraînement de ces fonctions. Ça peut se faire via des outils, pas uniquement, c'est-à-dire il est entraîné directement face à l'activité physique. Donc ça s'entraîne, l'attention. Il y a des outils, il y a des milliers d'exercices pour entraîner l'attention en général, comme la figure de simple, la figure de complexe, la tour de langue, il y a pas mal d'exercices. L'entraînement de la mémoire, pareil, notamment la mémoire visio-spatiale, et à la figure de Ré aussi, elle est très utilisée, même en clinique, on l'utilise beaucoup avec les patients, les adultes et les enfants. Et puis, c'est à l'apprenant de généraliser ses acquis et de transférer sur une fonction physique ou sur une activité physique ce qu'il a eu, ce qu'il a acquis via l'outil de l'entraînement spécifique à la mémoire ou à l'attention. Merci, docteur. La deuxième question qui concerne comment ça se passe au niveau des neurosciences concernant les droitiers et les gauchers, ou bien les ambidextres. Question de latéralité. C'est une latéralité qui a été posée par Oui, c'est ça. M. Darmage. Oui. Notamment, la plupart des sports exigent qu'on puisse maîtriser soit avec les deux pieds, soit avec les deux bras, donc, alors qu'on est droitier ou gaucher, de temps en temps ambidextre. En fait, dans les sports, beaucoup d'entraîneurs ne travaillent pas justement cette question-là, à savoir il faut travailler la latéralité chez les enfants, c'est-à-dire il faut travailler autant le côté droit que le côté gauche. Non seulement il faut travailler les deux côtés, pourquoi? Parce que ça va renforcer l'image mentale ou le schéma, le programme moteur du cerveau, et l'enfant va transférer ce qu'il sait faire du côté droit vers le côté gauche, et ça va se renforcer mutuellement. D'une part. Beaucoup d'entraîneurs ne font pas passer les tests aux enfants pour savoir s'ils sont droitiers ou gauchers. Alors qu'il y a des tests tout simples en
on peut mettre un turban, un foulard, je ne sais pas moi, un élastique dans le pied droit, demander à l'enfant par exemple son longueur de sauter pour voir s'il utilise le pied droit à l'impulsion ou le pied gauche. La même chose en volleyball pour voir avec quel bras il est plus habile et plus à l'aise. Voilà. Quelqu'un voudrait rajouter quelque chose? Juste un complément. Cette spécialisation hémisphérique, c'est devenu un neuromythe. C'est-à-dire, on a beaucoup de neuromythes. Il y a le problème de travail. C'est que dès le jeune enfant, on n'a pas créé ces connexions neurales. Et quand elles sont créées, tu as le gaucher et le droitier, il peut faire les deux à la fois. Donc c'est un problème. كيما نقولوا واحد يجي قاطع في الطريق ويلقى un courant d'air. Est-ce qu'il va résister ou il va repartir du maillon faible? Il va imiter l'air. C'est la même chose pour un enfant. Il est habitué à travailler par exemple avec la main droite, à tirer, à passer, jouer avec la main gauche. Quand tu vas lui apprendre à agir, il va dépasser le maillon faible qui est la gauche, il va rester sur le côté droit. Et donc c'est ça ce qu'on appelle, c'est l'adulte qui a tout ça à l'enfant. Donc dès le jeune âge, il faut travailler des deux côtés, etc., pour créer les mêmes connexions neurales. Donc il n'y a pas cette spécificité de type la gauche ou parce que la spécialisation hémisphérique n'est pas directement avec l'enfant. Elle vient à partir de 2 ans, 3 ans, tout dépend des chercheurs. Donc avant, on peut changer de latéralité ou travailler voilà, les deux à la fois. Sinon, par la suite, il y a quand même, c'est-à-dire on ne peut pas nier qu'il y a une spécialisation hémisphérique qui fait que voilà, l'hémisphère... Tu vas emprunter une piste ou une route goudronnée qui mène au même endroit. Voilà. Tu vas emprunter la route goudronnée, c'est la même chose. À des enfants, il va toujours utiliser c'est facile. Après, à l'âge adulte, c'est pas évident, parce que je vous donne juste l'exemple des hémiplégiques, par exemple, qui la paralysie de l'hémicorps, droit. Je parle du côté droit, des droitiers droits. C'est-à-dire qui sont hémiplégiques du côté droit. Et du coup, donc les droitiers, ils perdent quand même la capacité d'écrire, la capacité pour... si c'est une femme, voilà, d'exécuter, de produire, de faire ses tâches quotidiennes, etc. Et en ergothérapie, en général, l'ergothérapeute, il essaye un petit peu de faire travailler le côté gauche, qui est en fait, qui n'est pas géré par l'hémisphère dominant. Donc, une personne droitière, après, par exemple, chez nos malades aphasiques, hémiplégiques droits, quand je veux tester l'écriture, il ne peut pas utiliser sa main gauche. Il dit, bon, du moment que sa main elle est dans une attelle, et il ne peut pas il refuse catégoriquement. Donc, après, ça devient difficile de faire un changement, si vous voulez, de latéralité. Mais à un jeune âge, c'est faisable. On a vu des gens amputés d'un bras à réapprendre à écrire. Oui, ça dépend du vécu, de la pathologie en fait, de l'acceptation, de la volonté du patient. Il y a plusieurs facteurs. Il n'a pas d'autre moyen. Oui. Il est dans l'obligation. Il y a d'autres facteurs. Il est motivé. C'est le métier. Il y a aussi l'acceptation de la maladie. Donc, il y en a qui négligent tout à fait leur côté atteint et qui refusent aussi de s'initier à utiliser le... Et là, à l'hôpital Général, on a créé un entraînement thérapeutique justement pour essayer de motiver le patient à utiliser le droitier, notamment à utiliser son membre supérieur, surtout son membre supérieur gauche. On a même créé une cuisine thérapeutique pour les femmes, donc avec l'assistance de l'ergothérapeute et du gynécologue. Je voudrais rajouter quelque chose par rapport à ça. C'est un peu spécifique. C'est un peu spécifique aux sociétés musulmanes, arabo-musulmanes. Pourquoi
parce que chez nous, les parents obligent les enfants à manger avec la main droite. On appelle ça un enfant, un droitier contraint. Et ça peut influer. Madame Mimouni, monsieur le directeur, s'il vous plaît. Et ça peut influer, ça peut fausser un petit peu. Si on oblige un enfant depuis son jeune âge à utiliser seulement la main droite, quels vont être les résultats, vous imaginez, sur le plan sportif? Donc il y a un bégaiement chez mon premier et c'est par rapport à l'accueil des enfants belges et dans la pièce, une histoire de la maladie. Voilà, la maman nous raconte qu'il était couché et voilà, pour le médecin, etc. Mais quand même, il nous laisse des capacités par rapport à l'usage du côté gauche. Bien. Oui. Je pense que sur cette question, il y a des réponses dans le Weineck, le manuel d'entraînement, quand on parle de l'entraînement controlatéral. Il y a toujours des connexions qui se créent dans le membre, disons, parallèle, l'autre membre, lorsqu'il y a développement d'activité par un membre. C'est-à-dire, si je travaille à droite, il y a toujours des connexions qui se créent au niveau de la main gauche, ou bien au niveau du bras gauche. Et nous avons un exemple flagrant lorsque nous rappelons historiquement Karoli Kavacs, qui a perdu, qui faisait du tir à l'arme automatique, qui a perdu son bras lors de la Deuxième Guerre mondiale. Il est revenu lors des Jeux Olympiques d'après, en 1952, si ma mémoire est bonne. Il a tiré avec la main gauche. Donc, moi je dirais que les connexions, cette possibilité de rééducation ambidex ou bien de latéralité, n'est pas propre à l'enfant, peut se faire même à l'âge adulte, comme il a été évoqué par le docteur Bouliva. Question suivante, c'est la question qui a été posée par le docteur Bouffaroua. On évoque souvent les sports collectifs, on dit les sports individuels. Qu'en est-il? Alors, moi justement, j'ai opté pour les deux capacités cognitives, à savoir l'attention et la mémoire de travail, pour toucher les sports collectifs, mais aussi les sports individuels. Donc, les sports collectifs, ça va être surtout la capacité attentionnelle, mais la mémoire de travail, ça touche aussi les apprentissages. Les apprentissages, c'est toutes les disciplines sportives. Autant en athlétisme, en gymnastique, en natation, etc. Quand on veut apprendre un mouvement, une nouvelle habileté motrice, un nouveau geste technique, on a recours à la capacité de la mémoire de travail. Donc, sport collectif pour la capacité attentionnelle, l'attention sélective, et la mémoire de travail pour tous les sports, et notamment les sports individuels. Je ne voulais pas tomber dans ce piège, mais la question est... Professeur Khaliti, vous êtes là, docteur Bouffaroua, quelle est la légende dans l'athlétisme? Juste une question avec une réponse simple. Par exemple, quand vous enseignez le son longueur à des jeunes de 13, 14 ans, comment vous allez les sonner? C'est-à-dire, par exemple, dans sa globalité, vous allez décortiquer la course, l'impulsion, des trucs comme ça. Le son longueur. Réponse simple. Hein? Oui. On décortique. On utilise la méthode globale et la méthode analytique. La méthode, voilà. Globale dans un premier temps. Voilà. Oui. Puis, Au fur et à mesure, analytique. mais global En premier. Mais pourquoi le premier global en premier? Les étudiants de première année, quelqu'un peut répondre à cette question, s'il vous plaît? Non, s'il vous plaît. Elle est facile. Docteur Day, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est monsieur Zeta qui a la parole. D'une façon globale, parce que l'enfant doit comprendre le geste en entier. Sinon, quand on arrivera à l'analytique, s'il n'a pas compris la difficulté du geste global, on ne peut pas revenir à l'analytique. L'analytique, ouais.
Donc il faudrait qu'ils le comprennent de façon générale pour ensuite le décomposer. Et ça permet aussi à l'entraîneur de choisir ce qu'il veut lui apprendre ou améliorer d'une façon analytique. Et voilà, vous aviez raison, tout le monde a raison, personne n'a tort. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je vais dire quelques données scientifiques. Quand on dit méthode globale et analytique, quand on dit global, on s'inscrit avec les derniers médias versus écologie. Là, qui prend le mouvement en entier, donc le système dynamique linéaire et le système dynamique non linéaire, qui met le rapport de force du corps avec celui de l'environnement, et donc ils disent on apprend dans sa totalité, on n'apprend pas en déco. Et quand on dit on analyse, c'est un décortique, ça c'est ce qu'on appelle le cognitivisme. Et avec tous ces modèles de la base des connaissances, comme je dis, le modèle computationnel, informationnel, et le modèle de chaîne, l'ancien modèle de Adams ou de Smith, etc., sur le champ mental. Mais, qu'est-ce qu'ils disent les neurosciences? Il y a des expériences qui ont été faites, ils ont pris un groupe témoin expérimental, l'autre a pris, je ne vais pas utiliser les neurosciences pour qu'ils puissent me suivre, le global. Ils ont utilisé le global et les autres, ils ont intégré un. Ceux qui ont appris le plus, c'était le global. Sur un cycle, pourquoi? Parce que c'est en fonction de l'habilité motrice. C'est ça ce que j'allais dire. Parce que la vitesse, il y a un problème dans son collègue, c'est la vitesse précision. La planche. Donc il y a un rapport de vitesse et précision. C'est mon revenu qui doit avoir le puissant. Tu peux rater 30 cm, tu peux rater 40, tu peux sauter moins l'avant et tu es sûr. Mais tu as raté une mesure de 50 quand tu peux monter la mesure de la planche. Et donc, c'est non calculé. Et donc on calcule et on contrôle cette régularité de la course et cette vitesse par le visuel, c'est tout à fait normal. Il y a la régularité du corps qui est physique, ça c'est ce qu'on appelle le total. Et donc la rétine ternaire à l'intérieur, la vitesse de déplacement terrestre, elle est contrôlée comme un zoom, les idées. Et donc comment c'est un sport qui est basé sur la précision et la vitesse, elle ne peut être dissociée. Et c'est pour ça, si on veut éduquer cette habilité motrice, il faut qu'on le dise dans sa globalité. Nous, on peut influencer l'environnement dans la durée, par exemple, la distance parcourue. On augmentera la vitesse à travers des plots, la hauteur du saut, mais on reste toujours dans la globalité du geste. C'est ça ce qu'on appelle les gestes. Mais ça ne veut pas dire sur un autre sport que les neurosciences vont leur donner raison. C'est pour ça que je dis tout à l'heure, quand je dis neurosciences cognitives, ça ne peut pas dire qu'on est avec les cognitivistes. C'est pas ça. D'accord? Il y a aussi une relation avec les lois d'apprentissage liées à la perception. La loi de la Gestalt. Donc la Gestalt, c'est la totalité. Donc on perçoit mieux, et en premier lieu, la totalité, la Gestalt de la chose ou d'une activité. Après, on va aller au détail. Par exemple, quand je rentre dans cette salle, je vois que la salle. Après, donc la Gestalt, la totalité. Après, je vais voir, voilà, il y a des lampes, il y a des chaises, il y a un micro, il y a... Donc, et là, c'est-à-dire c'est la loi de la Gestalt, en relation avec la perception, on perçoit plus vite par rapport à la vitesse de la perception. La globalité, elle est plus rapide et elle est plus efficace à la perception. Donc, notamment, on peut l'appliquer à la perception de l'activité physique. J'essaye de corriger. Merci, docteur. La question suivante. C'est une précision, s'il vous plaît. Docteur Harif, le saut en longueur, d'une façon pratique, hein, je ne l'explique pas scientifiquement. Il n'y a pas mieux. Mais je vais t'expliquer scientifiquement. Pourquoi on fait globalement? C'est pour que le jeune enfant apprenne à sauter après une distance. Et après, on a des mesures pratiques, on a des exercices pratiques pour lui permettre d'arriver à un nombre de foulées pour faire son impulsion. Mais on évite ce que vous avez dit, le regard. S'il voit la planche, en son longueur, on est foutu. Parce qu'il va
toujours, il va freiner, il va diminuer de sa vitesse de course. Alors je voudrais une explication scientifique dans ce domaine-là. Je vais donner plus de détails sur cette expérience que je viens de citer. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? C'est vrai que l'apprentissage et l'acquisition de la course, il s'est fait longuement chez les gens qui ont travaillé dans sa globalité. Il y avait plus de difficultés et longuement. Mais par la suite, l'apprentissage était mieux. Le pourquoi? Par exemple, à l'approche de l'approche, les gens qui ont travaillé avec l'analytique, c'est-à-dire avec la course puis l'impulsion. Il y a des gens qui disent comment relier la course et l'impulsion alors que c'est une habilité soudée. Je contrôle ma vitesse de course en fonction de l'approche de la planche. Et c'est pour ça que quand on dit course impulsion. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Que c'est vrai, ils ont pris du temps pour apprendre ce du global, mais arrivé à la planche, ils ne chevauchaient pas. Il n'y avait pas de chevauchement. Par contre, ceux qui ont appris avec l'analytique, quand ils ont appris rapidement, mais quand ils approchent la planche, ils chevauchent. Et donc, il y a un chevauchement dans les poulets. Professeur, Elle est juste liée à ce problème de... Professeur Maroc. Justement, vous avez pris le plus mauvais exemple, c'est le son longueur. Là où on n'apprend pas, on n'apprend jamais par l'analytique. C'est la phase la plus importante. C'est course impulsion. Oui. Vous aurez dû prendre peut-être le son à la perche ou le son moteur. Là, on commence par l'analytique, la chute, l'impulsion, le saut, on sort de la volée. Mais le son longueur, jamais. D'ailleurs, maintenant, ailleurs dans le monde entier, on n'apprend jamais aux enfants à sauter à partir d'une planche. On leur apprend à sauter à partir d'une surface. Comme ça, il ne va pas contrôler justement la longueur de ses poulets. Il ne va pas ajuster, perdre de la vitesse. C'est ce qu'on cherche en son longueur. C'est vitesse d'approche et d'impulsion. Mais quand j'ai posé cet exemple, parce qu'il y a dans les manuels, il y a les manuels de l'éducation physique ou les manuels d'apprentissage, les solaires, il y a cette diversité. C'est des courants, ça existe. À qui donner raison? C'est pas moi que je vais donner raison, mais il y a des gens qui ont fait de la recherche scientifique, de l'expérimentation, pour dire qui a le plus raison sur certaines erreurs. Et c'est pour ça qu'on le dit. En réponse à l'oral, j'ai dit que chaque habilité motrice, et dans le sport, parce qu'il y a dans des sports qui ont plusieurs habilités et qui sont différentes. Chaque habilité a ses caractéristiques. Et donc on agit en fonction de ces caractéristiques par rapport à notre mode d'intervention. Il n'y a pas de recette unique. Il faut bien étudier les caractéristiques de la pénibilité pour parler de son apprentissage ou de son entraînement. C'est par rapport à l'exemple que je vous les cite. C'est-à-dire, qui a raison? Ce groupe ou ce groupe, on n'est pas là pour donner la raison à une personne ou à une autre. Voilà. Bien, merci professeur. Merci professeur. Donc on avance. La question toujours du docteur Bouffarois. Est-il possible, à partir d'outils simples, les planches, de prédire la possibilité qu'un jeune praticien, un jeune enfant pratiquant le sport ou l'activité puisse être un champion? Je peux répondre juste en partie par rapport à ces tests que je connais très bien parce qu'on utilise souvent en clinique. Donc, le stroke pour les fonctions exécutives et pour l'attention, et la figure de ré simple et la figure de ré complexe pour la mémoire de travail, mais spécifiquement pour la mémoire visuo-spatiale. Donc la mémoire visuelle, c'est la figure de ré, c'est-à-dire directe, et visuo-spatiale en différé. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est des outils qui nous permettent de détecter un dysfonctionnement ou une pathologie en général. C'est-à-dire qu'il y a un score pathologique. À partir de ce score-là, on juge que voilà, la personne a un trouble ou a une difficulté ou un déficit, etc. Quand il n'y a pas de score pathologique, la personne n'a pas de difficulté. Mais je sais, l'outil il est très simple, donc c'est-à-dire je me rends qu'on peut
c'est même des patients traumatisés crâniens notamment. Donc, je ne sais pas si on peut vraiment prévoir, il peut prévoir des capacités, La deuxième question de grandes capacités, est-ce ou qu'on un peut futur dire à partir des corps branches Voilà. qu'un tel ou un tel praticien Moi, de j'ai dit sport qu'en clinique, on les utilise pour éliminer une pathologie ou pour évaluer le degré de la déficience. Parce que c'est des outils très très simples et accessibles. Donc c'est vrai que la deuxième question de Valois, c'était est-ce qu'on peut utiliser ces tests abstraits? En fait, pourquoi est-ce qu'ils sont abstraits? Pourquoi ils ont été conçus de cette manière? C'est justement pour éliminer le facteur sociologique. C'est-à-dire que ce test n'a aucun rapport avec la société, il n'a pas de connotation sociale. Ce test, vous pouvez l'utiliser sur différentes sociétés, en Afrique, en Europe, dans des contrées éloignées, etc. Il n'a pas une signification particulière. Donc pour l'enfant, ça ne rattache pas à ce qu'il a acquis sur le plan culturel. Donc voilà pourquoi c'est abstrait. Et c'est un point très important dans la conception d'un test. Pour pouvoir qu'il ait cette forme universelle, il faut qu'un test soit abstrait. Maintenant, est-ce qu'on peut l'utiliser en athlétisme, par exemple, pour sélectionner des jeunes talents? Bien sûr, c'est un outil que l'on peut utiliser pour mesurer la capacité attentionnelle ou la capacité de mémoire de travail. Mais, bien sûr, à la base, ça va nous donner des informations sur les capacités de l'enfant. Ensuite, on peut le rendre plus spécifique avec d'autres outils. Non, ma question est dans ce sens. Des tests qui sont loin de l'aspect moteur, moi j'allais dire, comme disait, comment il s'appelle l'ancien, Lulac, hein? Où est le ballon? Bien le disait aussi M. Mimouni, donc test loin de l'aspect moteur, est-ce qu'il y a des preuves scientifiques qu'on puisse les projeter dans l'activité physique ou même dans le sport de performance? Alors ma question. Du moment que ces fonctions Sont intactes, interviennent dans leur l'utilisation tout à fait. On est là pour les développer. Mais on a des informations brutes. On a des informations brutes sur le fonctionnement de ces capacités. Tout fonctionne et donc on peut choisir cet enfant pour telle discipline et on est amené à améliorer. Vous n'avez pas le choisir. Par exemple, s'il a des difficultés visuospatiales, voilà, de mémoire de travail. Autre inquiétude, là, personnellement, tout à l'heure, le professeur Khalidi avait relaté l'importance de la langue. Le test que vous avez présenté, docteur Bieh, il est en français pour une société algérienne. Peut-être même la langue arabe académique peut poser problème. Donc un test, même avec, si on le traduit, ça peut poser. Est-ce que le problème de validité lors de changement de société, d'environnement, l'Algérie, c'est un continent. Est-ce qu'il y a possibilité de prouver, ou bien de démontrer, ou bien d'étudier la validité de ce test? Justement, ce test est non-verbal. Il a l'ambition d'être non-verbal. Le stroke peut-être, et la figure de Ré. Et c'est pour ça qu'il est utilisé même dans les recherches de doctorat, même dans les recherches de master, etc. Il est non-verbal. Par rapport au stroke, au mot écrit, rouge, vert, etc. Oui, il y a des mots qui sont écrits. C'est tout. Il n'y a pas des paramètres socio-culturels. Oui, justement, ça pourrait, moi, à ma connaissance, ça pourrait être le fait de ne pas connaître justement la langue, ça pourrait être un facteur favorisant la connaissance à la performance dans le test. Il a été juste traduit. Mais pour quelqu'un qui connaît la langue, c'est un handicap. Il a été traduit. Rouge, ahmar, rouge, vert. Professeur Maroc, Je suis d'accord, d'ailleurs j'allais poser cette question. Maintenant, je vais revenir aux deux derniers tests. Le premier qui évalue l'attention et le deuxième, la mémoire de travail, c'est ça.
Mais ce sont des tests d'évaluation de ces deux paramètres. Moi, et notamment les étudiants, on se pose la question, comment on doit améliorer justement ces deux. Voilà ce qu'on cherche, c'est l'amélioration de ces deux paramètres. Par des L'attention, exercices. Il y a beaucoup d'exercices. Par l'exercice. évaluer c'est bien, mais améliorer c'est mieux. Voilà. Le neurotracker et le Footnote, c'est des outils aussi pour développer, pour travailler et entraîner et stimuler ces capacités. Donc, on peut évaluer à la base, une fois qu'on a un diagnostic, une évaluation sur le niveau de développement de cette capacité chez tel ou tel sujet, on va prendre, on va prendre en charge le développement et l'entraînement de cette capacité à travers des exercices spécifiques. Dans les manuels, ils sont publiés. On le fait, madame, on le fait, mais parfois c'est de façon hachée. C'est parce que notre mais parce qu'on copie sur le manuel. Quand tu passes do reversé, quand tu fais le 1 contre 1 avec passif, active, etc. On fait ces trucs de l'entraînement de la conscience, mais parfois, c'est-à-dire, c'est pas pourquoi derrière. Mais quand c'est réfléchi, c'est réfléchi. Je reviens au test, elle a travaillé sur des enfants. Il y a ce qu'on appelle, je dirais, il y a ce qu'on appelle, par exemple, il y a ce qu'on appelle l'attention de l'être humain, il y a l'attention dans le contexte sportif, c'est-à-dire en fonction des caractéristiques de jeu. Là, on calcule et on a vu l'attention générale de l'enfant. Ça peut prédire est-ce qu'il peut être, par exemple, au sport collectif, où il y a la grande charge temporale ou non. C'est un problème d'attention et il n'est pas réactif. Tu ne vas pas prédire mettre le paquet pour le prédire à l'athlète. Au football, par exemple, je ne sais pas, on voulait où là. Un enfant, on ne peut pas prédire à travers le mouvement. Et à l'attention, c'est connecté. Par la suite, il n'y a pas une maturation de dans la pré-spécialisation, c'est vrai, dans la pré-spécialisation, on relie l'attentionnel au sensorimoteur à travers des batteries de tests qui nous sont propres au domaine STAPS. Rapidement, prendre deux dernières questions. Oui. J'aurais une question pour le docteur Boleda. Vous avez parlé de l'IRMF. Oui, je voudrais savoir, je ne pense pas qu'on soit habilité à faire une IRM à un enfant, donc je pense qu'on parle, on a plus accès à un adulte, et encore qu'il accepte de faire l'IRM. Est-ce que s'il y a problème, on peut agir sur ce problème? Je veux dire, c'est perfectible ce problème d'attention, de mémoire. Adulte, ça veut dire c'est un acquête confirmé, et je voudrais donc agir sur le problème que j'ai rencontré pendant cette IRM. Merci. Bon, pour l'IRMF, en général, c'est-à-dire que ça se fait avec des volontaires, dans le cadre des laboratoires de recherche, etc. Donc la personne elle est volontaire et voilà, donc on lui met un casque et on lui injecte un produit qui va un contrat avancer et qui va montrer un contraste par rapport à la zone activée qu'on m'a montré tout à l'heure, professeur, elle est libre. Donc il y a le contraste, il y a comme une couleur qui montre que cette zone, elle est activée. Donc, un petit détail, ça commence à se faire à l'INECHA, parce que moi, même j'ai envoyé les étudiants, mais c'est-à-dire pour le langage, ils ne nous ont pas donné la possibilité, mais apparemment, si ça peut vous intéresser, ils le font pour la morphicité. Je pense certains professeurs par l'INECHA, neurochirurgie. Il y a une limite. Tout de même, je rejoins l'avocat, je ne parle pas de déontologie, de aller sur le problème de santé. Je parle de terrain. Il y a des restrictions par les scientifiques sur les résultats de l'imagerie cérébrale. Parce que même cette neuroscience éducationnelle, l'une des limites, vous me dites, vous avez agi sur les paroles. J'ai mis des recherches là. Vous avez sur le langage, les paroles, les réactions émotionnelles, mais c'est dans un cas de labo, ce n'est pas dans le contexte de salle.
Donc ne me parlez pas de neurosciences éducationnelles, c'est cognitive, neurosciences cognitives. Éducationnelle, est-ce qu'il a été soumis sur le stress à l'intérieur de la classe ou dans une salle d'IRM? C'est la même chose en sport. C'est pour ça que je dis, nous, on prend les données des neurosciences, qu'elles soient cognitives, comportementales ou autres, et on essaie à travers des expériences adaptées dans le sport de confirmer la chose et est-ce qu'elle nous est propre. Et de la modifier aussi. Mais ça permet par contre de tirer des conclusions par rapport au fonctionnement normal, par exemple chez l'enfant, chez l'adulte. C'est-à-dire que je ne peux pas emmener le sportif directement pour mesurer sa capacité, ses capacités mnémoniques ou ses capacités attentionnelles via IRMF. Il y a une qui est sortie en retraite, il y a une collègue, je la salue en son absence, c'est la Marie Fahima, et elle a fait une thèse en neurosciences. Pas en neurosciences avec l'IRM, il y a eu des données qui ont relié l'acoustique au contexte prémoteur. Quand on écoute la chose, les aires cérébraux spécialisés dans le contrôle de la musculature ont réagi. On a pris avec la Sarini, on a pris ces données, et on a fait soutenir 3 doctorats, une à Lyon, une au Liban, une en Algérie. Et on a varié les expériences, et on a dit même la représentation, c'est-à-dire la représentation du concept. À l'époque, on ne parlait pas de langue matérielle, etc. Et donc, on a fait des expériences de terrain. L'athlète qui saute, on a fait l'évaluation avec ce qu'on appelle l'établi de Moscou ou l'ergotest John, le test. Et on a fait des expériences de terrain qui ne vont pas avoir, mais on a pris des données des neurosciences et qu'on a essayé de voir leur influence. Est-ce qu'avec un stimuli cognitif, un athlète peut améliorer sa performance? Et on a travaillé sur des sédentaires, des sédentaires entre guillemets, comme des étudiants, etc. Et c'est des sportifs de haut niveau, des athlètes d'équipe nationale, de basket, de volley, etc. Et on est tombé sur des résultats hallucinants. Par contre, on peut détecter ça via des outils pour développer notamment en neuropsychologie clinique. Donc, au lieu de soumettre la personne directement à l'IRMF, il y a l'outil psychométrique qui peut mesurer la capacité ou le degré de la performance. Hafid Ami, dernière question. Ma question concerne a cité une étude très intéressante sur des joueurs. A cité une étude très intéressante sur des joueurs de football, de haut niveau. L'étude a démontré une intelligence très supérieure de ces joueurs. Ma question, comment ils ont évalué cette intelligence? L'intelligence du jeu ou l'intelligence intellectuelle? Moi, ce que je sais, quand j'ai fait mes recherches, c'est que, par exemple, Iniesta faisait l'objet de moqueries. En tant que joueur, qu'il n'était pas intelligent, qu'il n'avait pas un jeu intelligent, etc. etc. Et donc, il y a eu des études comme ça sur les footballeurs, les meilleurs footballeurs du monde. Et quand ils ont évalué leur capacité cognitive en laboratoire et qu'ils les ont confrontés sur le terrain, ils se sont aperçus qu'ils avaient un niveau de développement de ces capacités très élevé, au-delà de la moyenne de ces joueurs. Et du coup, ça a fait taire un petit peu les moqueries qui disaient que ce joueur-là, par exemple Iniesta, n'avait pas un jeu intelligent. Donc, ils ont comparé les résultats du laboratoire avec les résultats sur le terrain. Et donc, ils ont fait des statistiques qui sont arrivés au résultat qu'ils font partie des joueurs les plus intelligents